enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, amis internautes fidèles de Esaü TV, bonjour et bienvenue sur votre émission dominicale L'invité. Pour l'exercice de ce matin, nous allons recevoir le docteur Draman Bouko. Il est spécialiste des relations internationales. Il est sur ce plateau et nous allons démarrer tout de suite cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler du cas malien et l'onde de choc qui se propage dans la sous-région. Mais avant d'arriver au Mali, nous allons évoquer une autre question. Mais en attendant, Monsieur Bouko, bonjour. Bonjour, Monsieur Karl. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je salue également tous les téléspectateurs et toute l'équipe de Esaü Télévision. J'ai bien envie de vous demander comment se portent les relations internationales actuellement. Mais avant, je vais vous rappeler un fait. Et aujourd'hui, nous venons de passer à peine le 11 septembre. Et nous rappelons que 11 septembre 2001, 11 septembre 2020, ça fait 19 ans que les tours jumelles de la World Trade Center ont subi les attaques terroristes des djihadistes, ces avions qui sont venus percuter ces deux tours et qui ont fait près de 3000 morts. Un attentat qui a été déploré partout dans le monde. Les gens ont condamné, les gens ont pris des résolutions. Et aujourd'hui, le 11 septembre spécialement, nous avons vu les deux présidents, le président américain Donald Trump et son challenger Joe Biden, qui ont, dans leur agenda, se sont arrangés pour aller en Pennsylvanie, à cet endroit où l'un de ces avions a échoué pour rendre hommage au peuple, avant d'aller à d'autres lieux, toujours pour rendre hommage à ces 3000 personnes. Et nous sommes en Afrique. Qu'est-ce que ça vous rappelle d'abord, 2001 et 11 septembre? Merci beaucoup, M. Karl. Je crois que 11 septembre 2001, c'est un triste souvenir, pas seulement pour le peuple américain, mais également pour le monde entier. Parce que quand on parle du terrorisme, aujourd'hui, aucun pays, que ce soit en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, personne n'est épargné. Et je crois que quelque part, nous devons commémorer avec le peuple américain et également avec les martyrs du terrorisme et du djihadisme. Moi, je crois que quelque part, 19 ans après les attentats du 11 septembre 2001, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la communauté internationale pour essayer donc de sécuriser un tant soit peu les populations. Mais je crois qu'on ne doit pas se limiter, puisque effectivement nous avons vu, c'était le président Bush Junior qui était aux affaires. Et il y a quelque chose qui a été dit, je me rappelle encore, si mes souvenirs sont bons, plus jamais ça aux États-Unis. Oui. Plus jamais ça. Et effectivement, des mesures ont été prises par le Pentagone pour que ceci ne se reproduise plus sur le sol américain. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des acteurs des relations internationales. Je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale, qu'on puisse également voir qu'il y a plusieurs 11 septembre qui se reproduisent ailleurs, qui se reproduisent au Proche-Orient, qui se reproduisent au Moyen-Orient, qui se reproduisent en Afrique subsaharienne. Je veux parler donc de la Somalie en Afrique. Je voudrais revenir sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs.
etc. Et je crois que nous avons connu en 1994 donc, également un génocide donc, qui a fait en sorte que 800 000 Tutsis en majorité ont perdu la vie. Ce qui fait, quand vous constatez, parce que 800 000 morts, ça vous fait, en 3 mois, ça vous fait un 11 septembre tous les jours pendant 4 ans. Que la communauté internationale ne reste pas passive par rapport à tout ce qui se passe dans ces régions d'Afrique, dans ces régions du Moyen-Orient, qu'on ne puisse pas concentrer les efforts de lutte contre le terrorisme seulement aux États-Unis ou ailleurs. Non, je crois que quelque part, les 11 septembre que nous vivons un peu partout, également au Burkina Faso, doivent être pris en compte par la communauté internationale pour que nous puissions arrêter la saignée. Parce que nul n'a intérêt. Ce qui se passe en Afrique également doit concerner l'Europe, doit concerner l'Amérique. Donc, parce que les conséquences sont collatérales. Il y a ce qu'on appelle, les conséquences collatérales qui, aujourd'hui, puisque s'il y a le djihadisme qui se développe en Afrique subsaharienne, l'Europe sera atteinte et par ricochet, les États-Unis et également les autres continents. Donc, que la communauté internationale puisse venir en aide aux États qui n'étaient pas habitués à cette stratégie, à cette guerre conventionnelle, qui aujourd'hui permet donc au gouvernement, empêche plutôt au gouvernement de pouvoir fonctionner normalement et au peuple de vivre et aux populations de vivre de façon paisible et normale, que la communauté internationale puisse nous venir en aide pour que les stratégies, les voies et moyens soient trouvés pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire en Afrique. Vous avez évoqué beaucoup de 11 septembre, mais il y a un 11 septembre que vous n'avez pas évoqué, c'est le cas libyen. Et là, ce n'est pas les djihadistes qui ont amené ce 11 septembre, c'est plutôt la communauté internationale qui a voulu déloger quelqu'un. Et tout ça, jusqu'à ce jour, il n'y a plus de stabilité en Libye. Et je crois même que le cas libyen a des conséquences dans la sous-région. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui perturbée parce qu'il y a eu des gens qui ont été libérés dans la nature avec des armes qui agissent jusque-là et qui, justement, aujourd'hui, sont en train d'agir dans le Mali, qui ont occupé une bonne partie du territoire malien, qui ont fait naître beaucoup de problèmes depuis 2012. Le Mali n'est plus en paix. Et chaque fois, c'est beaucoup de forces, c'est les djihadistes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali. Et c'est justement le cas malien qui nous réunit ce matin. Et nous allons essayer de voir un peu, analyser cette situation et voir un peu l'onde de choc. Parce que le Mali est au cœur de l'Afrique. Le Mali est un grand territoire, un vaste territoire qui est au cœur de l'Afrique, qui partage ses frontières avec 7 États. Et c'est le siège aujourd'hui du terrorisme, ceux qui viennent de l'Algérie. Ils sont là, après les coups, ils reviennent se réfugier dans une certaine région du Mali, une région où il y a un non-droit. Et est-ce qu'on peut dire que la situation malienne aujourd'hui découle de celle qui prévalait déjà dans le Sahara? Non, je crois que lorsque nous remontons aux causes ou bien aux sources lointaines de ce qui se passe au Mali, je vais évoquer le djihadisme. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer, plusieurs paramètres. Oui. Vous avez évoqué donc, la chute du colonel Kadhafi en Libye, où ses supporters sont partis aujourd'hui. Ses supporters sont partis de la Libye et qui n'avaient pas d'autre point de chute que de venir vers les États entre griffes faibles. Oui. Vous voyez, l'Algérie également, puisque je vous rappelle au passage, puisque je vais revenir là-dessus, l'Algérie est le seul pays au monde qui a réussi à vaincre le terrorisme domestique. Oui. Donc, tous ces djihadistes qui étaient en Algérie, qui n'avaient plus également d'autres points de chute, n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier vers les États faibles, en l'occurrence le Mali. Le Mali, la Mauritanie. Le G5 Sahel, aujourd'hui, dont on parle de façon générale, puisque le Mali, certes, ce n'est pas la seule région, le seul pays où sévit le terrorisme. Nous avons le Mali, le Burkina Faso, qui également, avec le départ de Blaise Compaoré, aujourd'hui, connaît une instabilité permanente, c'est constante. Et nous avons la Mauritanie, le Tchad, tous ces pays-là, donc du G5 Sahel, qui n'arrivent pas en réalité à contrôler l'intégralité de leur territoire. Je voudrais parler généralement des parties septentrionales de ces États-là. Et cela y va de soi, les responsabilités sont partagées, puisque les gouvernants, depuis les indépendances, ont négligé les parties septentrionales des pays du G5 Sahel. C'est là que le problème est parti. Le problème est d'abord interne. Qu'est-ce qui explique cette négligence? C'est de là, c'est la malgouvernance. On concentre tout au niveau des capitales, dans le sud. Ben, les Africains, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont fait que continuer dans la voie qui a été tracée par le colon. Oui, mais c'est là une erreur, justement. Si le colon s'est installé dans les zones, côtières, où il fait bon vivre, puisqu'ils sont venus, ils ont débarqué avec les bateaux, tout ça, dans la côte ouest africaine,
et qui ont développé pratiquement ces régions-là, et les parties septentrionales ont été laissées pour compte gérer, pour s'auto-gérer à elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous rappelle, avant 1990, jusqu'en 1990, oui. Je vous rappelle qu'il était impossible de capter Radio Bamako en dehors de Bamako. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'était Bamako, le Mali Oui, bien sûr, par rapport au Mali. C'est cela. 80 à 85% du territoire a été abandonné, donc qui est pratiquement dans la région septentrionale, est abandonné au sort des populations qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont pas le minimum pour survivre. Je veux parler du minimum d'infrastructures, des centres de santé, des écoles adéquates, des institutions gouvernementales, etc. Tout ce que le minimum dont un être humain a besoin pour pouvoir assurer sa survie quotidienne. Ah oui. Manque dans ces régions septentrionales. Ce n'est pas seulement le cas du Mali. Mauritanie, c'est pareil. Le Niger, c'est pareil. En dehors de Niamey, toute la zone septentrionale est pratiquement abandonnée. Toutes les institutions, même, écoutez, je fais un passage, reviens au Bénin. Mais dites-moi, M. Kal, est-ce que vous pouvez vous faire délivrer un passeport lorsque vous êtes à Parakou? Bon, je crois que tout se fait à l'immigration. C'est un peu compliqué. Imaginez un paysan qui se trouve à Malanville, qui a besoin d'un passeport pour aller à la Mecque. Peut-être que Niamey serait plus proche que Cotonou. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les parties septentrionales des États ouest-africains ont échoué. Les gouvernants ont échoué en négligeant ces zones-là. Et c'est cela la conséquence aujourd'hui. Cela doit servir de leçon pour ces pays-là qui, peut-être, ne sont pas encore atteints par le virus du terrorisme. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à la frontière du Burkina avec le Bénin, oui, en mai 2019. Donc, je crois que quelque part, il ne faut pas qu'on se concentre, que les gouvernants qui sont actuellement aux affaires puissent penser qu'un pays, c'est l'intégralité du territoire. On ne peut pas tout concentrer dans une capitale et négliger les autres parties et espérer que tout marche sur les roulettes. C'est la conséquence aujourd'hui de la négligence des gouvernants du passé. Bon, vous avez commencé à évoquer les causes de la crise malienne. Vous avez parlé de cette façon de ne pas pouvoir gérer tout le territoire. Vous avez parlé un peu du terrorisme. Il y en a encore d'autres? Non, je crois, en dehors de cela, comme ces parties sont négligées, je crois qu'il y a le problème de malgouvernance et du chômage. Naturellement, le problème du chômage. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui, d'abord, sont déscolarisés dans ces zones-là, n'ont pas la possibilité de pouvoir s'instruire, de pouvoir s'éduquer, et facilement deviennent des proies pour des recruteurs entre griffes. Comme vous parlez de recruteurs, nous avons déjà reçu sur ce plateau un ressortissant malien qui nous avait fait comprendre qu'à un moment, pour chasser pour les djihadistes qu'on assimile un peu au peuple, au Peul, que les dirigeants maliens avaient fait appel à une autre ethnie du Mali, les Dogons, qui ont pourchassé les Peuls et qui les ont délogés. Mais depuis qu'il y a eu cette opération, les deux peuples s'affrontent sur le territoire et jusqu'à ce jour, et l'État ne peut plus les contrôler. Oui, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dehors donc, de la couche juvénile qui est négligée par rapport aux emplois, parce que d'abord, pour avoir un emploi, il faut avoir un minimum de qualification. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas instruit, comment vous pouvez vous faire une place dans la société? Vous pouvez vous faire une place dans une structure donnée? C'est là le problème. Et déjà, ces jeunes-là aujourd'hui qui sont désœuvrés, sans moyens, parce qu'il y a une chose, il y a également, la plupart de ces zones-là, septentrionales, ce sont des zones arides. Ah oui. Où l'agriculture pose problème. Il y a souvent des problèmes également qui existent entre éleveurs et agriculteurs, qui sont fréquents, puisqu'il n'y a pas suffisamment de terres arables dans ces régions du G5 Sahel. Donc facilement, les jeunes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se convertir dans d'autres activités, donc deviennent des proies faciles ou des terreaux donc pour des candidats au djihadisme. Bon, il y a une chose, c'est que une fois que les gens viennent vers eux pour leur proposer, écoutez, vous avez une Kalachnikov avec vous, vous serez payé à 150 000 francs, vos familles seront prises en charge, etc. etc. Mais que voulez-vous? L'autre facteur également qu'il faut évoquer, c'est la circulation libre des armes légères. À qui incombe cette responsabilité? Ah oui, justement, c'est de la communauté, comment on appelle, la responsabilité incombe non seulement à la communauté internationale, mais également aux États. Mais le Mali ne fabrique pas des armes? Naturellement. Écoutez, le problème est que les armes qui circulent au Mali viennent d'ailleurs. Vous avez dit tout à l'heure, le Mali fait frontière avec 7 pays de l'Afrique. C'est vrai? Oui. Mais les armes, effectivement, qui sont utilisées par des djihadistes, ce sont des armes modernes.
De dernière génération, De ça dernière- veut bon. dire qu'il y a quand même un circuit d'approvisionnement de ces armes. C'est ça, le trafic des armes, en réalité, aujourd'hui, en Afrique, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est en Afrique ou bien c'est à la source qu'il faut régler Au le niveau de problème. la source et également au niveau du continent africain. Je rappelle qu'il y a 750 millions d'armes qui sont en circulation dans le monde et il y a 100 millions qui sont en circulation en Afrique. Dans toute l'Afrique, nous avons 100 millions d'armes qui sont en circulation et 78% des armes qui sont en circulation sont dans les mains des civils. Moins de 15% des armes qui circulent en Afrique sur les 100 millions sont dans les mains des forces légales ou loyales, ou, Là, ça fait ou les froid forces dans le régulières. dos, hein. C'est un peu compliqué, c'est de cela qu'il s'agit. Les 100 millions d'armes qui circulent en Afrique entrent par où? C'est là que se trouve le problème de la porosité des frontières. C'est vrai, il existe plus de 1500 industries de fabrication d'armes dans le monde, la plupart logées dans les officines occidentales, qui fabriquent tous les jours des armes, qui sont obligés de les vendre. Aux Africains. Mais, naturellement, aux États qui, en réalité, se disent, bon, nous avons Mais besoin là, ce d'armes n'est pas pour se des États protéger. qui vont s'approvisionner à ce que Et je sache. le problème, M. Kall, le problème est celui-ci. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer à ce niveau. Les États s'approvisionnent en armes et c'est les armes qui entrent de façon légale, a priori, qui sont détournées. Parce qu'il y a la complicité, quelquefois, des forces de sécurité. Oui. En dehors du circuit illégal que vous connaissez, dont j'ai parlé, je veux parler donc le trafic que j'ai évoqué, il y a également la complicité qui permet, la complicité de certains officiers ou des forces de l'ordre qui permettent à certains donc, de s'approvisionner en armes pour pouvoir semer le chaos, puisque en réalité, il y a beaucoup qui ont intérêt. Lorsqu'il y a le chaos, cela arrange beaucoup au niveau national, au niveau régional, comme au niveau international, pour faire des affaires louches. Je vous rappelle que 85% des armes qui sont fabriquées dans le monde, qui sont fabriquées et commercialisées dans le monde, ont pour signature les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut tout dire. Donc, nous devons comprendre. Ben, vous aviez dit dans un entretien que vous avez accordé à un quotidien de la place très récemment que la junte au pouvoir au Mali actuellement n'a pas droit à l'erreur. Oui. La junte n'a pas droit à l'erreur, je le dis et je le répète, puisque nous sommes au 4e rang de ce qui se passe au Mali. C'est le 4e rang. Ah, moi, je ne connaissais pas les autres rangs. Oui, puisque le premier rang a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, en 1968, lorsque le premier président Modibo Keïta a été renversé par le colonel Moussa Traoré. Oui. Alors, qu'est-ce que le colonel Moussa Traoré reprochait à Modibo Keïta? 2 choses. Mauvaise gouvernance, corruption à ciel ouvert. À son tour, en 1991, Moussa Traoré a été renversé par le colonel Amadou Toumani Touré, ATT, le célèbre. ATT. Qu'est-ce que ATT reprochait à Moussa Traoré? Corruption, mauvaise gouvernance. À son tour, en 2012, à quelques mois de la fin de son mandat, a été renversé par le capitaine Sanogo. Qu'est-ce qu'il reprochait? Mais il y a un de plus qui s'est ajouté, un élément de plus qui s'est ajouté. Corruption, mauvaise gouvernance et gestion calamiteuse des fonds de lutte contre le terrorisme dans le Nord. Ça, c'est le 3e élément que le capitaine Sanogo a ajouté. Oui. Et 18 avril 2020, les hommes De Koïta? de Goïta reprochaient à IBK corruption, mauvaise gouvernance. C'est un serpent qui se mord la queue. Ah oui, justement, c'est-à-dire, on est là, on piétine, on fait un pas en avant, 2 en arrière, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis, l'équipe qui sera mise en place ou celle qui est là actuellement n'a pas droit à l'erreur, puisque le Mali ou l'armée malienne, elle est habituée à jouer son rôle au moment opportun, lorsqu'elle constate qu'il est temps de pouvoir mettre fin à la récréation, de pouvoir siffler la fin de la récréation, elle n'hésite pas à le faire. C'est pour cela que je dis, eux-mêmes qui sont là, c'est vrai, c'est pour une période transitoire, on est encore dans l'impasse, on ne sait jusqu'à quand. Ce dialogue a donné jusqu'au 15 septembre, je crois, d'ici 2 ou 3 jours, et pour transmettre le pouvoir aux civils. Mais je crois que c'est... Je ne sais pas, je vais un peu revenir là-dessus, mais je ne crois pas que ça soit idéal, parce qu'il faut chercher réellement une équipe intègre, irréprochable,
à qui on ne va pas reprocher ce qu'on a reproché depuis Modibo Keïta. Corruption, mauvaise gouvernance. Parce que c'est un pays qui est extrêmement riche en ressources. Vous comprenez? Et les populations sont extrêmement pauvres. Il ne faudrait pas qu'on se précipite pour dire, bon d'accord, c'est comme on dit, appel à candidature, ouverture de poste présidentielle, déposer les dossiers. Non, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de la destinée des millions de Maliens. Il s'agit non seulement de la destinée des Maliens, mais également de la destinée des Ouest-Africains. Puisque ce qui touche au Mali, touche au Sénégal, touche au Bénin, touche à la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement le Mali ou les Maliens qui sont concernés dans cette épreuve. Donc, il ne faudrait pas qu'on se précipite pour faire des choix. Et quelques années après, parce que 2012-2020 c'est vrai, ça fait 8 ans, qu'on puisse encore revenir sur le même scénario. Parce que n'oubliez pas, un coup d'État n'arrange en aucun cas un pays. Hein, ça, je vous le dis. Ah oui. Ça ne vous arrange pas. Ah oui. Parce qu'il faut recommencer les choses. Il faut recommencer. Donc, il faudra qu'on puisse essayer donc, de mettre la pression pour que les choix soient faits de façon précipitée et que dans les mois ou années à venir, qu'on puisse retomber dans les mêmes erreurs. Mais quels sont les atouts dont dispose la junte au pouvoir aujourd'hui pour relever le Mali? Non, moi je crois que la première des choses, la junte doit réfléchir mûrement pour prendre du temps. Il y a des concertations qui sont en cours avec toutes les couches sociopolitiques du Mali, y compris même les religieux. Bon, je suis un peu... Le célèbre imam Mamoun Diko. Mamoun Diko, je vais revenir là-dessus. Mais je crois que je suis un peu sceptique parce qu'il y a un groupe qui est dans le nord, l'Azawad, attention, dont les capacités ou les forces de frappe qu'il ne faut pas ignorer, qui n'a pas participé, ou je ne sais pas, peut-être qui n'a pas été invité au dialogue. Et cela me donne déjà donc, à réfléchir. Cela pousse en réalité donc, à des réflexions. Si le groupe de l'Azawad, le mouvement de l'Azawad n'a pas été invité, ou peut-être a été invité ou a boycotté peut-être les assises, cela donne à réfléchir. Puisque, comme je l'ai dit, la partie septentrionale, je le répète encore, 80% du territoire échappe au contrôle gouvernemental au Mali. Oui, c'était 2 tiers en 2012. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont ces groupes récemment, l'armée a annoncé avoir repris le contrôle de quelques territoires. Non, écoutez, je crois que effectivement, j'ai suivi, ils ont parlé précisément de la zone de Kidal, de la zone de Kidal, mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit, Kidal n'est qu'une infime partie. Gao, Tombouctou et autres, tout ça, qui sont des zones extrêmement immenses, qui sont dans les mains des autres groupes. Nous avons près de 7 groupes armés qui sont dans le nord. C'est ce que les gens ne nous disent pas. Et ces groupes-là, il faut essayer donc de les convaincre, de négocier avec eux, pour que d'abord donc la sécurité soit d'abord la priorité numéro 1. C'est ça, la priorité numéro 1 de la junte, c'est de faire en sorte que le Mali, dans son intégrité, soit sécurisé. Parce que, n'oubliez pas, sans la paix, sans paix et sécurité, il n'y a pas de développement. Aucunement. Mais de même, sans la sécurité, il ne peut également avoir de développement, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de développement sans sécurité. De même, il n'y a pas de sécurité sans développement. Ah oui. Oui, si vous ne développez pas les régions comme il le faut, vous ne pouvez pas avoir de sécurité. En réalité, c'est quoi? Lorsque les gens revendiquent, lorsque les gens protestent, c'est quoi? C'est parce qu'il manque du nécessaire. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Ça, vous pouvez l'écrire, M. Kal. Je vous le dis, je le répète. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la sécurité au Mali si vous ne développez pas les zones septentrionales, si vous ne permettez pas aux jeunes d'être scolarisés, si vous ne permettez pas aux populations d'avoir accès à un minimum de soins. Mais vous ne pouvez pas prétendre à la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour développer toutes les zones du Mali? Parce que le Mali, c'est un immense territoire quand même. Oui, mais écoutez, c'est un immense territoire. Le territoire malien est vaste. Mais au même moment, n'oublions pas, c'est un territoire qui est riche. Oui, mais une richesse qui profite à d'autres nations. Naturellement, et c'est là où se trouve le problème. Ça veut dire que le problème malien n'est pas que malien alors. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, le problème malien n'est pas que malien, mais il va de la responsabilité des gouvernants. Ce dont on a besoin, nous avons besoin des dirigeants nationalistes au Mali. Laissez-moi faire une petite digression. Nous avons vu Dadis Camara en Guinée qui s'est proclamé nationaliste. Nous avons vu comment il a fini. Nous avons vu au Niger voisin un président qui a eu le toupet
de dire non à certaines exploitations de l'uranium nigérien, nous savons où il a fini. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un président malien pourrait vraiment se lever la tête et dire, bon, nos richesses de l'or, il faut faire ci, il faut faire ça, et rester au pouvoir? Oui, c'est vrai, je comprends parfaitement. Il y a des États que je ne vais pas mentionner ici sur le plateau, qui sont des tireurs de ficelles, qui, depuis les officines occidentales, manipulent tout sur le terrain, soit entre griffes, sous le couvert du maintien de paix. Mais écoutez, au Mali, il y a les forces multinationales, il y a les forces internationales, il y a les forces régionales, il y a les forces étrangères. Je ne sais pas si vous faites la démarcation entre ce que je viens de dire. Oui, de faire la démarcation. Oui, les forces multinationales, une coalition d'États puissants. Non, une coalition d'États puissants, oui, d'accord, qui se mettent ensemble pour intervenir militairement dans un État. C'est ça, les forces multinationales. Les forces internationales, c'est des forces onusiennes et autres qui sont MINUSMA, qui sont présentes. Oui. Les forces régionales, et sous-régionales, CEDEAO, Union africaine, qui sont présentes. Et il y a également certaines forces partenaires individuelles. Je vais parler de Barkhane, la force française Barkhane, qui est également présente. Ouais, c'est tout un chaos. C'est comme dans une bagarre, on cherche, on cherche à séparer. Au moment où, voilà, et on cherche à séparer, certains profitent pour piller, pour faire ce qu'ils veulent. Mais cela se passe. Et c'est exactement ce que nous notons dans le cas du Mali. Toutes ces forces multinationales, régionales, étrangères, et internationales qui sont présentes, qui font semblant d'aider le Mali, en réalité n'aident pas ce pays frère. Oui, mais écoutez, si réellement c'était pour maintenir la paix, n'oubliez pas, j'ai l'habitude de le dire, je le répète, l'instabilité est un terreau favorable pour les affaires louches. Ça veut dire qu'au Mali, c'est les affaires louches qui on a intérêt, ces puissances multinationales, ces forces multinationales, entre griffes, onusiennes, etc., qui sont présentes, ou des pays amis qui sont présents, n'ont pas intérêt à ce qui est la stabilité au Mali. C'est ce qui se passe exactement dans la région du Grand Lac. Depuis la chute de Mobutu. Vous avez évoqué un nom tout à l'heure qui m'intéresse énormément parce que c'est lui qui a porté le mouvement du le M5 et c'est grâce à lui que les opposants ont quand même trouvé écho favorable auprès des populations. Il s'agit de ce célèbre imam Mamoun Dicko. Quel rôle pourrait-il jouer aujourd'hui dans la situation malienne? Oui, Mamoun Dicko, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Un imam fortement éduqué, instruit, intellectuellement équilibré. Ça, franchement, j'ai eu l'opportunité de le suivre à plusieurs reprises. Et j'ai compris quand même que la lecture qu'on a l'habitude de faire des imams en Afrique est carrément différente de celle que moi j'ai vue en cet homme-là, en cette personnalité qui aujourd'hui, c'est vrai, a joué un rôle majeur dans ce qui s'est passé. Oui. C'est vrai, il y avait des contestations dont il avait pris la tête et qui aujourd'hui, l'armée a essayé donc de parachever ce que le M5 a commencé. Je crois que quelque part, il a eu à le dire, ce qui intéresse et ce qui doit préoccuper. Il a mis, si vous vous souvenez bien, il a mis en garde la junte pour leur dire, écoutez, ce n'est pas du pain et du beurre qui est sur votre table. Ah non. Je crois que, comme d'habitude, il va toujours rester dans son rôle d'arbitre pour permettre de surveiller soit la junte ou l'équipe qui sera mise en place à ce que, au minimum, les revendications, d'accord, les revendications du mouvement M5, il y a plusieurs types de revendications. Il y a des revendications d'ordre politique, il y a des revendications d'ordre social, etc. Que tout au moins le minimum, d'accord, puisqu'il y a une chose, l'équipe qui est là ne peut pas enrichir tous les Maliens. Impossible. L'équipe qui est là ne peut pas construire des maisons et acheter des voitures à tous les Maliens. Ce n'est pas. Donc, en réalité, tout au moins le minimum, d'accord, donc, que l'on réclamait que cela soit assuré. Et je crois que Mamoun Dicko, si peut-être il a des propositions à faire à la jeunesse sur des noms, donc il doit figurer, qu'il puisse le faire le plus tôt possible pour que ces recommandations soient prises en compte. Parce qu'il y a une chose, comme je l'ai dit et je le répète, la junte n'a pas droit à l'erreur. La jeunesse, les populations les surveillent.
l'imam Dicko est toujours là pour voir est-ce que l'équipe qui est là essaie de suivre les recommandations que l'on a tracées dès le départ. Ben, tous ceux-là sont là pour voir, mais il y a également la CEDEAO qui est là. La CEDEAO qui propose aujourd'hui que la transition ne dépasse pas les 12 mois, alors que la junte aurait proposé 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est vrai, 12 mois, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 12 mois. 3 ans, également, ça paraît long, mais comme je l'ai dit tout au départ, il ne faudrait pas qu'on puisse précipiter les choses. Depuis 1968, Oui. jusqu'en 2020, les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, il ne faudrait pas qu'on se précipite pour former une équipe à la hâte, à la va-vite, qu'on va mettre en place et qui peut-être n'est pas préparée. Parce qu'il y a une chose qu'il faut considérer. Avoir le pouvoir est une chose. Se préparer à le gérer est une autre chose. Est-ce que l'équipe qui est en place ou qui sera mise en place très bientôt par la junte, parce qu'avec l'ultimatum de la CEDEAO, donc voilà, il faut faire chose. Est-ce que l'équipe est prête psychologiquement, sur le plan mental, à pouvoir gérer et relever les défis énormes du Mali, qui sont d'abord sécuritaires, qui sont d'abord économiques, qui sont également économiques, qui sont d'ordre développementaliste. Parce que je le dis, est-ce que le développement et le partage des richesses disponibles, parce qu'on se voit, il y a une disproportion dans le partage des richesses. Oui. Une minorité qui s'accapare des richesses disponibles et une majorité qui végète dans l'extrême pauvreté. Quand je dis pauvreté, encore c'est même trop, dans la misère. Donc, pour que ce défi-là soit relevé, que l'équipe prenne son temps et que des élections, parce qu'en 12 mois, c'est possible, parce qu'il faut également avoir les moyens pour organiser des élections crédibles, libres et transparentes, inclusives. C'est de cela qu'il s'agit. Hein, que les dirigeants qui ont déjà vu les équipes en place recevoir des cartons rouges, qui les a exclus complètement, en plein match. Oui, c'est en plein match qu'ils ont reçu des cartons rouges. Alors, pour se dire, si vous recevez des cartons rouges, vous ne restez même pas au vestiaire. N'oubliez pas, hein, Non, on a dit, on a dit à la chose, à Ibeka, qu'il a 3 mois maximum. Hein. Il est allé se soigner en Arabie Saoudite, il a 3 mois pour revenir. Il faut faire face à la justice. Il sera présenté à un juge. Ah non, l'affaire n'est pas terminée. Vous avez 3 mois maximum pour vous faire soigner, pour récupérer, pour revenir. Vous serez présenté à un juge pour rendre compte de votre gestion. Oui, mais est-ce que ce jugement ne va pas diviser davantage les Maliens? Parce que déjà, le Mali divise l'Afrique de l'Ouest, parce que vous avez vu au dernier sommet de la CEDEAO, les propos tenus par le président Mohamed Bouhari du Nigeria, qui mettait déjà en garde tous ces présidents ouest-africains qui ont envie de briguer un 3e mandat. Est-ce que ce n'est pas de nature à déstabiliser complètement la sous-région ouest-africaine? Non, attention, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le cas du Mali, ce n'est pas une affaire de 3e mandat. Non, mais c'est une affaire qui risque de venir. C'est en évoquant le cas malien que... Puisque celui qui est là n'avait pas fini son mandat. Tout à fait. Il lui restait encore 3 ans. Oui. Il n'avait pas fini son mandat. Vous comprenez, il n'avait pas fini son mandat. Et je crois, quelque part, ce qu'on reproche, les 4 putschs que le Mali a connus de 68 à 2020, oui. 2 revendications, les 2 reproches, c'est quoi? Mauvaise gouvernance et corruption. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Mauvaise gouvernance et corruption. Donc, si un régime en place, même s'il est démocratiquement élu, arrive à déconner en plein match, l'arbitre qui est le peuple, souverain, en complicité avec ou en soutien avec l'armée, va prendre ses responsabilités. Écoutez, je le dis et je le répète, hein, ce qui préoccupe la plupart des dirigeants ouest-africains au niveau de la CEDEAO, c'est une institution pour laquelle j'avais beaucoup de respect et d'admiration. Je disais que waouh, c'est une institution exemple dans la sous-région comparée à d'autres organisations, la SADC, la CEMAC et autres. Je disais que waouh, la CEDEAO est formidable. Mais au finish, j'ai fait le deuil sur ce mythe-là, il y a de cela quelques jours. J'ai finalement compris que ce qui préoccupe
notre institution, c'est la sauvegarde des fauteuils présidentiels des homologues ou des uns des autres. Oui. Où était la CEDEAO lorsque les signes annonciateurs étaient là? Il y avait l'émissaire de la Soyez un peu CEDEAO sérieux. qui était au Mali. Oui, ils sont allés. Mais bien avant, c'est lorsque ils ont constaté que, attention, les mouvements de contestation avaient pris une certaine ampleur, où nous avons vu au niveau de la place publique, je ne sais pas, de Libération, des milliers de Maliens qui sont décidés à faire chose. Ils ont dit, mais cette affaire devient sérieuse. Mais lorsque, déjà de façon préventive, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on vienne aujourd'hui nous donner des leçons de morale après, pour dire des leçons de droit constitutionnel. Non. Ce dont le peuple a besoin, c'est clair et c'est simple. Monsieur, vous gérez mal, partez même si votre mandat n'est pas terminé. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre la propagation de l'onde de choc? Oui, je crois qu'au niveau des... Vous savez, il y a ce qu'on appelle les variables idiosyncratiques d'un peuple. Chaque peuple a ses traits de caractère. Oui. La manière dont un Béninois se comporte, ce n'est pas la même chose que dont un Malien va se comporter. Ce n'est pas la même chose dont un Nigérian ou un Nigérien va se comporter. Au Bénin, on a connu également des coups d'État pacifiques non sanglants. Vous comprenez? En Afrique, il y a un pays qui n'a jamais, sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Lequel? Le Sénégal. Pourquoi? Parce que l'armée connaît son rôle. Et c'est ça qui a fait que, en 2000, je ne sais pas si c'est 2015, lorsque Abdoulaye Wade voulait forcer le passage, on dit, OK, laissez-le aller, puisqu'il y a une chose. Il sait, les dirigeants sénégalais savent, depuis 1960 jusqu'en 2020, on n'a jamais connu de coup d'État là-bas. C'est le seul pays qui fait exception dans tous les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants sénégalais le savent, que lorsque cela va dégénérer, il ne peut pas compter sur l'armée. C'est ça le problème. L'armée n'est pas au service d'un dirigeant. Non. L'armée a un rôle d'arbitre, neutre, et pour défendre, c'est la défense de l'intégrité, la défense de l'intégrité du territoire. Si aujourd'hui beaucoup peuvent comprendre, mais on a constaté aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart des armées sont politisées, caporalisées, prises en otage par le dirigeant. Et c'est ça qui est malheureux. L'armée, les dirigeants, les politiciens sénégalais le savent, que lorsque ça va dégénérer, le chef ne peut pas leur dire « sortez, allez tirer, faites ceci, arrêtez-moi » et cela, l'armée va exécuter. Impossible. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais au Sénégal. Et cela doit être une leçon pour les autres pays. Donc, au niveau, peut-être, ce qui peut-être pourrait se passer, au niveau des autres pays, c'est cette contagion de mobilisation au niveau de la jeunesse. Oui, puisque les gens en ont marre. Si les gens en ont marre, de sortir, vous ne pouvez pas empêcher également, au moins, celui à qui vous empêchez d'avoir accès au minimum, vous ne pouvez pas lui dire de ne pas parler, de ne pas s'exprimer. C'est ce qui pourra se passer. Et comme je l'ai dit, donc cela, puisqu'il y a une chose, tout ce qui se passe dans les États aujourd'hui a un lien direct avec le passé de ces États-là. Forcément. Oui, a un lien direct avec le passé. Et puis, les mobilisations, comme je l'ai dit, on en a vu ailleurs et tout ça. Et puis, bon, je crois que quelque part... Je voudrais revenir rapidement sur quelque chose pour finir. Je crois que le cas du Burkina Faso, par exemple. Vous voyez, après le départ du président Blaise Compaoré, nous avons constaté que c'est du chaos. Au niveau sur le plan de la sécurité. Oui. Comment expliquer cela? Voilà un peu les choses, puisque c'est un peu compliqué, hein? C'est là où nous comprenons, à mon avis, le rôle de leadership d'un dirigeant. Depuis l'arrivée du président Kaboré, pour qui j'ai d'admiration et de respect, on a constaté que le Burkina n'est plus ce qu'il était il y a de cela 5 ans passés, 10 ans. Mais est-ce c'est la faute à l'armée qui ne veut pas collaborer ou bien c'est lui qui ne peut pas le faire? C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de leadership. Vous n'avez pas le charisme de pouvoir gérer les choses. Je ne suis pas là pour juger ou bien pour faire l'apologie de Blaise Compaoré. Mais attention, c'est pour ça que je dis, lorsque vous voulez venir aux affaires, préparez-vous à gérer. C'est ça là le problème. Préparez-vous à gérer. Vous devez connaître votre pays et voir quels sont les points forts, les points faibles et apprendre. Prendre des cours de leçons. Il n'y a pas d'orgueil en matière d'apprentissage. Oui.
a dit, bon, qu'est-ce qui empêche le président Kaboré à se rapprocher de l'équipe précédente? Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour sécuriser notre territoire? Non. Donc je crois que quelque part, il s'agit ici de tous les fils et de toutes les filles de la nation qui sont appelés à se mettre ensemble pour sécuriser leur pays. Non, mais nous n'avons pas vu le temps passer, nous n'avons pas du tout vu le temps passer, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter la propagation du phénomène malien dans les autres pays qui sont déjà en proie à beaucoup d'autres problèmes? Oui, je crois que ce qu'il y a à faire n'est pas aussi compliqué que ça. Ah oui? Oui. Je crois que les dirigeants ouest-africains ont tiré au maximum les leçons de ce qui s'est passé. N'oublions pas, comme je l'ai dit, c'est une contagion. Ça peut prendre également ce qui s'est passé au Mali au niveau de la mobilisation. Ça peut également se produire dans n'importe quel pays, pas seulement en Afrique de l'Ouest. Cela peut arriver n'importe où également pour comprendre que la jeunesse, lorsqu'elle en a marre, elle prend ses responsabilités. Que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Niger, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., puissent comprendre que la jeunesse doit être la priorité dans leur agenda de gouvernance. C'est cela qu'il s'agit. Si vous ne développez pas, si les dirigeants africains ne développent pas les régions avec le minimum d'infrastructures, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, avec le minimum qu'il faut. On ne demande pas ce que je l'ai dit. Un régime ne peut pas construire des maisons à tout le monde. Mais tout au moins, permettre à ce que le minimum puisse être garanti. Mais sans cela, je crois que quelque part, c'est une bombe. Des bombes à retardement. Et n'oublions pas, une jeunesse aujourd'hui qui est éduquée, qui voit, qui suit à la lettre ce qui se passe, va tirer des leçons et prendre ses responsabilités au moment opportun. La jeunesse prendra ses responsabilités et nous allons également prendre nos responsabilités. Nous avons épuisé le temps qui est imparti pour cette émission pour ne pas dire que nous sommes allés au-delà. Est-ce que vous avez un message pour conclure cette émission? Oui, c'est un seul message. Lequel? Chers dirigeants ouest-africains, la bonne gouvernance et bonne gouvernance. C'est cela le cri de cœur de toute la jeunesse ouest-africaine. Merci à vous, Dr Dramane Bouko. Je rappelle que vous êtes enseignant, spécialiste des relations internationales. Et aujourd'hui, nous avons essayé d'aborder le problème malien en relation avec tous les pays qui sont autour, la propagation possible de l'onde de choc. Et c'est la bonne gouvernance que vous avez prescrit. C'est la seule thérapie qui pourrait non seulement régler le problème malien, mais également le problème de toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de l'Afrique. Et il faudrait faire attention à la circulation des armes. Naturellement. J'espère que j'ai été fidèle. Merci beaucoup. Donc, surtout, les armes qui circulent de façon légale, qui aujourd'hui se convertissent, qu'on retrouve dans les circuits illégaux, avec la complicité des uns ou des autres, je crois qu'avec la bonne volonté, il est possible de pouvoir arrêter la saignée. Merci à vous, Dr Dramane Bouko, et merci à vous, chers amis internautes, qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette émission. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour d'autres sujets. Merci.